Alors aujourd'hui, on va parler de comment on peut euh, mettre en évidence l'intégration des différents domaines, une composante efficace des cours de mathématiques. Alors, on a énormément de matières à couvrir et puis on va commencer évidemment avec la reconnaissance du territoire. Alors, si tu pourrais me mettre ça, s'il vous plaît. Alors, vous voyez que la DFO, les trois associations, on reconnaît la présence des peuples autochtones sur nos terres, les terres où nous nous trouvons. Alors, on remercie les gardiens passés, présents et futurs des territoires. Alors, vous voyez la photo qui est là. C'est une photo dans l'Est ontarien, justement, qu'on a pris, pas cette année, je pense, l'année passée. Merci à Nadine Trépanier-Bisson qui nous a fourni la photo. Alors, je vous invite à écrire dans le clavardage comment est-ce que vous profitez de la nature. Parce que c'est sûr, là, avec le COVID et tout ça, on est pogné à l'intérieur. Mais comment est-ce que vous profitez, vous autres, de la nature? Ça peut être à l'hiver, mais ça peut être dans les autres saisons aussi. Alors, puis comment est-ce que vous jouissez justement là, de cette belle terre-là dont on est seulement les gardiens, n'est-ce pas? Alors, écrivez ça dans le clavardage. Et puis, on va commencer tout de suite notre présentation. Puis, je parlerai là, un peu des commentaires. Où vous pouvez lire les commentaires dans le clavardage au fur et à mesure que les gens les mettent. Je vous rappelle, quand vous mettez un message dans le clavardage, il y a une petite bulle là, puis de bien choisir que vous envoyez le message à tous les participants et les conférenciers d'aujourd'hui. Comme ça, tout le monde va voir vos commentaires. Bon webinaire, tout le monde. Alors, nous allons débuter. On se demandait au niveau du comité comment aborder l'intégration des domaines en mathématiques. Donc, on a pensé à comparer l'intégration des domaines en mathématiques par la construction d'une cabane dans un arbre. Donc, aujourd'hui, nous allons procéder à la construction de notre cabane. Donc, les planifications à long terme qui font partie du nouveau programme cadre de mathématiques sont comme les plans de construction de notre belle cabane. Nos pratiques pédagogiques à fort impact, on les a comparées au tronc de l'arbre parce que le tronc stabilise notre cabane dans l'arbre et elle nous amène vers les sommets. Ensuite, on a l'enseignement intégré des domaines. C'est comme le développement des compétences, les compétences qui sont requises pour construire notre cabane. Donc, ce sont les compétences requises pour l'enseignement intégré des domaines. La modélisation mathématique, c'est notre processus pour la construction de notre cabane. Donc, le processus, suivre le plan pour notre cabane. Et enfin, l'évaluation au service de l'apprentissage va diriger notre enseignement et l'apprentissage ainsi que les progrès effectués par nos élèves. C'est donc le résultat de notre cabane dans l'arbre. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on construise la plus belle cabane qui soit dans un arbre. Donc, tout au long, ce sont les 5 grands thèmes qu'on va voir aujourd'hui au courant du webinaire. Alors, je vous invite, lors de la présentation, d'essayer de penser à qu'est-ce que vous pourriez utiliser avec votre équipe école. Donc, vous allez recevoir la présentation PowerPoint après la présentation d'aujourd'hui, après le webinaire. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser pour vous faciliter la tâche. Alors, nous allons poursuivre. Il y a plusieurs experts au niveau du leadership qui disent qu'on devrait toujours commencer par la question « Pourquoi? » pour inspirer l'action. Donc, pour nous assurer qu'il y ait une action. Donc, le pourquoi de ce qu'on fait. Donc, pourquoi est-ce que notre nouveau programme cadre de mathématiques nous présente les domaines de façon intégrée ainsi que les contextes? Donc, c'est parce qu'en établissant, en appliquant l'apprentissage à des contextes pertinents de la vie quotidienne, les enseignants élargissent et améliorent les expériences d'apprentissage de l'élève. Ils approfondissent ses connaissances et renforcent ses habiletés dans différentes matières et même au-delà de la salle de classe. Donc, quand on connaît le but, il est plus facile de procéder à l'action. Donc, nous allons passer immédiatement à notre premier sujet qui sont les planifications à long terme.
Donc, nous allons commencer à les visualiser comme si c'était les plans pour construire notre cabane dans l'arbre. Ça peut nous aider à voir l'utilité des planifications à long terme et leurs avantages, tout comme le plan pour construire notre cabane, il est utile. Donc, nous devons nous familiariser avec le plan pour construire la cabane. Donc, c'est la même chose. Les planifications à long terme, on doit se familiariser avec celles-ci pour pouvoir les utiliser de façon à être à l'aise avec les planifications. Alors, qu'est-ce qu'elles sont, puis qu'est-ce qu'elles ne sont pas? Donc, nos planifications à long terme qui sont présentées par le ministère, qui sont sur le site, ne sont que des exemples. Nous savons très bien que certains conseils scolaires ont décidé, ils ont choisi une certaine planification long terme pour les enseignants de leur conseil pour harmoniser les pratiques. Par contre, elles ne sont pas des documents qui sont obligatoires. Ce sont des documents qui sont dynamiques, donc ils ne sont pas des livres de recettes. Puis lorsque je pense à ça, je pense à ma grand-mère qui faisait les recettes sans livre de recettes, un peu de ci, un peu de ça. Ah ben aujourd'hui, je vais mettre un peu plus de sucre. Donc, c'est un document, c'était dynamique. Donc, c'est comme nos planifications long terme. On peut adapter ce qui nous est présenté selon les besoins, les intérêts de nos élèves. Ensuite, les planifications long terme, naturellement, elles incluent toutes les attentes et tous les contenus du nouveau programme cadre. Ce sont des documents pour la réflexion et ils priorisent l'apprentissage des élèves. Donc, nous, en tant que direction, comment est-ce qu'on peut débuter avec les planifications à long terme? Donc, on devrait commencer, puis on va commencer aujourd'hui en explorant les exemples qui sont sur le site du nouveau programme cadre de mathématiques. Donc, au bas de la diapositive, il y a un lien. Donc, je sais que plusieurs travaillent avec plus d'un écran. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir nous suivre dans notre exploration des différentes planifications à long terme. Et je veux juste te rappeler, les gens ne peuvent pas cliquer sur le lien parce que tu partages ton écran, mais ils vont recevoir toutes ces ressources-là dans le document qu'on va leur envoyer demain. Parfait. Un gros merci pour la précision, Pierre. OK, je pensais qu'on pouvait le faire. C'est parfait. OK, donc les planifications sont organisées par question, par sujet. Il y en a un autre qui a été développé, élaboré par des conseils scolaires et enfin une par le Centre franco-ontarien. Donc, même si l'idée des planifications annuelles qui sont développées par questions et sujets peuvent être inconfortables, insécurisantes parce que c'est nouveau, au fur et à mesure qu'on les déballe, qu'on les explore, qu'on joue avec les différents exemples qui nous sont donnés dans les planifications et puis qu'on fait aussi des liens avec l'ancien programme cadre de mathématiques, les planifications deviennent plus réalisables, on devient plus à l'aise avec ces planifications-là. Naturellement, on doit prendre une position de personne apprenante et curieuse pour devenir moins hésitant avec ces planifications-là. Plus on connaît et qu'on comprend les attentes et les contenus, plus il est facile d'enseigner en intégrant les différents domaines. Donc, plus nous manipulons, plus nous jouons avec ces planifications à long terme, plus on va être à l'aise de les utiliser. Donc, lorsque vous cliquez sur le lien, c'est ce qui va vous apparaître sur le site du programme cadre. Donc, la première planification est organisée par question, la deuxième par sujet. Ensuite, ce sont les planifications des conseils scolaires et enfin, celle du Centre franco-ontarien. Les planifications sont sur un an, placées sur un an. Donc, nous allons commencer avec la planification par question. Alors, il y a 10 questions, donc 10 blocs d'apprentissage qui sont d'une durée de 1 mois, mais qui doit être adapté à nos élèves.
elles sont présentées par cycle, donc il y a une comparaison entre les niveaux. Donc, celle du cycle primaire, on a 3 colonnes, première année, deuxième et troisième année. Donc, c'est facile de voir le continuum d'apprentissage. Chaque question implique plusieurs domaines, donc l'intégration des domaines est déjà exploitée dans la planification à long terme. Bon. La planification qui est organisée par sujet. Donc, ce sont des sujets par bloc d'apprentissage. Les temps sont flexibles, mais ils sont suggérés, c'est entre 10 et 30 jours. Elle est présentée, elle aussi, par cycle. Donc, on peut faire une comparaison encore entre les niveaux. On voit le continuum d'apprentissage et chaque sujet implique plusieurs domaines. Donc, on y voit l'intégration des domaines. La planification des conseils scolaires, celle-ci, elle est présentée par niveau. Donc, première année est séparée de deuxième, troisième. Mais il y a un autre document qui s'intitule « Intégration du codage ». Et je vais vous dire franchement, je l'ai exploré, le document « Intégration du codage », et il est vraiment clair et précis. Donc, je vous encourage à aller l'explorer. Ça nous aide à intégrer justement le codage aux différents domaines du programme cadre. Ensuite, elle est présentée par mois en identifiant le domaine, les attentes et les contenus. Et les contenus sont aussi intégrés. Ils sont identifiés par domaine. Et enfin, la planification du Centre franco-ontarien. Elle est présentée 2 niveaux à la fois. Donc, la 1 et 2 est ensemble, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ils utilisent l'approche en spirale. Elle est présentée par bloc de temps d'environ 2 mois et demi, mais naturellement, les temps qui sont proposés dans chacune des planifications, on doit l'adapter selon les besoins de nos élèves. Il présente le thème avec la grande idée, les attentes et les contenus. Donc, ce sont les 4 différentes planifications annuelles. Donc, nous allons aller explorer tout de suite un peu plus en détail la planification qui est organisée par question. Donc, c'est ce que vous allez voir sur votre écran lorsque vous cliquez sur la planification annuelle par question. Donc, on remarque qu'on a nos 3 colonnes, première, deuxième et troisième année. Nous avons pris comme exemple les mois de janvier, février, mai et juin. Donc, nous allons regarder la question seulement que du mois de janvier. Quelle forme trouvons-nous dans le monde qui nous entoure? Et au bas, on identifie les domaines qui sont exploités avec cette question-là. Donc, on a les nombres, l'algèbre, les données et le sens de l'espace. En deuxième année, la question, c'est comment peut-on décrire les figures planes? Donc, c'est la même question, mais on voit qu'on progresse au niveau des apprentissages. Et enfin, la dernière question, comment peut-on décrire les objets et espaces en 3D? Donc, on a les données et le sens de l'espace au niveau des domaines. Donc là, Pierre, nous allons passer au clavardage. Nous, en tant que direction, on a une petite question. Que remarquez-vous de cette planification à long terme? Est-ce que vous voyez des avantages à cette planification à long terme? Comment est-ce qu'on pourrait l'explorer avec notre équipe école? Alors, j'ai mis la question dans le clavardage. Alors, si tu veux, on peut continuer, mais pour donner la chance aux gens de réfléchir un peu, puis d'écrire leurs réponses, puis on arrêtera comme pour partager. Alors, il y a déjà Lara. Merci, Lara. Je savais que je pouvais compter sur toi. Alors, Lara dit, il y a une idée de continuum entre les années. Absolument. Donc, on a un continuum à travers les années. On voit aussi que les attentes sont intégrées. Donc, le domaine des noms, je regarde toujours le mois de janvier, les nombres, l'algèbre, les données et le sens de l'espace. Ensuite, Lara a ajouté absolument. Si on regarde aussi
Donc, Lucille nous dit que c'est important pour que les années avant et après de voir la progression et le continuum. Absolument. Alors, on peut s'en servir aussi en communauté d'apprentissage professionnel. Si on fait nos communautés d'apprentissage professionnel en cycle, il est plus facile de voir le continuum, justement. Là, vous me précédez parce qu'un peu plus tard dans la présentation, j'y revenais à nos communautés d'apprentissage professionnel, mais c'est le fun qu'on puisse le voir aussi tout de suite. Ensuite, Lara nous demande, est-ce qu'une question représente une grande idée? Oui, on présente les grandes idées dans les planifications annuelles, donc par question et par sujet. Donc, ils sont indiqués au début de la planification. Ensuite, Joanne nous dit qu'il y a l'avantage, c'est qu'on peut facilement l'utiliser pour des niveaux multiples, peu importe la combinaison. Absolument. Donc, c'est un autre grand avantage de la présentation des planifications annuelles par cycle comme ça. On peut facilement l'utiliser quand on enseigne des niveaux doubles, des niveaux triples. On voit aussi, là, si je regarde d'une autre façon, en première année, janvier, février, mai et juin, on voit que le domaine des nombres est utilisé à chacun des mois. Donc, les attentes sont revisitées aussi au courant de l'année. Et on sait que quand on revoit les attentes et les contenus, l'apprentissage se fait plus en profondeur. Donc, c'est un autre avantage des planifications qui intègrent les domaines. Donc, la durée, on en a parlé tantôt, là, c'est présenté par mois, mais la durée, elle est on doit l'adapter, la durée, selon les besoins de nos élèves. Donc, c'était la planification par question. On va passer à la planification maintenant par sujet. Donc, pour la planification par sujet, on voit encore le continuum entre la première, la deuxième et la troisième année. Donc, le premier sujet qu'on a placé, c'est les suites numériques, les régularités, les relations et les équivalences. Et le temps approximatif est environ de 20 jours. Et là, on voit qu'on intègre les domaines des nombres et de l'algèbre. On remarque qu'on a exactement le même sujet en deuxième année, le même temps, mais là, on a aussi intégré la littératie financière au même sujet. Et enfin, en troisième année, on a le même sujet et on a intégré les domaines des nombres et de l'algèbre. En passant, au niveau des sujets, au courant de l'année, il y a 8 sujets au cycle primaire, donc on a 8 blocs d'apprentissage. Donc, on va aller voir le sujet des suites numériques, régularité, relation et équivalence. Lorsque vous cliquez dessus, on voit une planification plus précise. Donc, c'est ce qui va vous apparaître. Là, je suis allée chercher la planification par sujet, cycle primaire, plus précisément la deuxième année. Et là, je me suis amusée pour je suis allée encadrer des concepts clés. Donc, on voit que les différents domaines sont l'algèbre, qui est le C. Ensuite, on a les nombres, qui est le domaine B, qui se répète en sous-sujet. Et ici, on a la littératie financière aussi, qui est intégrée à ce même sujet. Et enfin, on a le codage. Donc, je suis allée encadrer des concepts clés. Donc, le premier, c'est d'écrire des suites avec les nombres naturels jusqu'à 100. Ensuite, on doit aussi connaître les caractéristiques des nombres pairs et impairs, se rappeler des faits d'addition jusqu'à 20. Ensuite, je suis allée dans la littératie financière, je suis allée encadrer les pièces de 1 $ et de 2 $. Et enfin, au niveau du codage, aller exécuter des codes.
Donc, l'enseignant ou la direction qui regarde ces différents concepts-là qui sont intégrés, ça nous donne déjà des idées pour intégrer les domaines. Donc, quand on voit les 1 $ et les 2 $, je fais un lien avec les nombres pairs et impairs. On peut aller placer nos pièces de 2 $ sur une grille de 100, donc sur le 2, 4, 6. Donc, on peut aller chercher les caractéristiques de nos nombres pairs et on peut même aller exécuter des codes. Donc, bouge ton jeton de 2. Donc, on va faire des bonds de 2. On va chercher nos suites. Donc, en allant voir les différents contenus, il est plus facile de pouvoir avoir nos idées créatives pour intégrer nos domaines. Mais nous, en tant que direction d'école, la question demeure. Comment est-ce que je peux soit diriger ou appuyer le personnel avec l'utilisation de ces planifications pour avoir un programme cadre de mathématiques qui intègre les matières, donc qui est efficace? Si nous retournons voir les avantages, parce qu'on est allé les voir à notre première diapositive, les avantages des domaines intégrés dans les planifications annuelles. Donc, lorsqu'on établit des liens de façon consciente entre les différents domaines de mathématiques, on élargit et on améliore les expériences d'apprentissage de l'élève. On approfondit leurs connaissances et on renforce ses habiletés dans différentes matières et au-delà de la salle de classe, parce qu'on va chercher nos exemples dans la vie quotidienne. Donc, à partir de ces avantages, on peut imaginer à quoi ressemble l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques avec l'intégration des matières. Ça nous donne des pistes. On a relevé quelques questions pour nous aider dans notre travail de direction. On est allé chercher certaines questions de réflexion au sujet de ce qui est important lorsqu'on élabore des planifications à long terme. Donc, en posant ces questions, on peut spécifier ce que nous savons déjà et les défis que nous avons aussi à relever pour réfléchir en profondeur. Cette année, c'est sûr, c'est un moment qui est important parce que c'est la première année que nous avons notre nouveau programme cadre. Donc, on pourrait demander aux enseignants quels concepts, modèles et stratégies est-ce que les élèves ont besoin de plus de temps pour bien comprendre. La deuxième question serait excellente aussi pour guider une rencontre par cycle, comme vous disiez tantôt. Donc, est-ce que la planification à long terme revoit les contenus plus d'une fois? Sinon, comment est-ce qu'on peut adapter les planifications pour qu'on y revienne, surtout pour les concepts, les contenus qu'on sait qui prennent plus de temps, qui ont besoin d'être revus? Quels sont les apprentissages justement requis pour poursuivre avec les prochains contenus? Et enfin, au numéro 3, comment pouvez-vous créer des occasions pour que les élèves continuent de pratiquer et consolider leurs acquis lorsqu'ils passent à un nouvel apprentissage? Là, on voulait passer à une petite session de clavardage. Donc, Pierre va le placer à l'écran. Comment est-ce que vous fournissez des occasions, du temps ou l'espace pour poursuivre la conversation? Dans le fond, est-ce que vous avez des pratiques réussies que vous avez fait avec votre personnel, avec l'équipe école? Est-ce que vous avez partagé des travaux d'élèves? Est-ce que vous avez partagé des planifications, des idées d'intégration des domaines? Alors, j'ai placé la question dans le clavardage. Et puis, on va voir s'il y a des gens qui ont des idées. Je vois le temps avancer. Lise, peut-être qu'on pourrait continuer pendant qu'ils réfléchissent. Parfait. OK. Je vois qu'on a une réponse, Pierre, en rencontre pédagogique CAP. Donc, absolument. Donc, je pense que les communautés d'apprentissage professionnel sont des occasions idéales pour partager nos idées, pour partager nos bons coups, nos bonnes pratiques en salle de classe.
Donc, je vais poursuivre. Donc, on a placé quelques idées ici, mais on sait que chaque école a sa propre culture. Donc, le travail de collaboration va être différent d'une école à une autre, d'une équipe à une autre. Par contre, un élément qu'on veut souvenir, qu'on devrait souvenir, c'est que la collaboration, c'est la clé de l'engagement et du succès. Donc, ici, au niveau des idées, les communautés d'apprentissage professionnel, des conversations, des partages de pratiques réussies, de tâches ou de problèmes qui intègrent différents domaines, un partage de production même et de tâches d'élèves. Donc, le grand but, la grande idée doit être connue par toute l'équipe. À quoi est-ce que ça ressemble l'enseignement et l'apprentissage avec l'intégration des domaines? Donc, sur ce, c'est la fin de la présentation au niveau des planifications à long terme, donc qui est notre plan de notre cabane dans un arbre. Nous allons passer au deuxième sujet, qui est le tronc. Donc, le tronc, on se souvient, ça stabilise l'arbre, ça va stabiliser notre cabane dans l'arbre, elle va être bien solide. Ce sont nos pratiques pédagogiques à fort impact qui nous mènent aussi, qui nous permettent d'atteindre de grands sommets. Donc, vous connaissez probablement le document que je place devant moi, qui est le document qui présente les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. Le document se retrouve sur le site du programme cadre de mathématiques, naturellement, et il présente les pratiques pédagogiques à fort impact. Il y en a 9. Chaque pratique pédagogique, c'est seulement que 2 pages. Moi, c'est pour ça que j'adore le document. Il est succinct, il est court, précis. Donc, la première page nous présente les caractéristiques de la pratique pédagogique à fort impact. La deuxième page, c'est comment est-ce que je la mets en œuvre dans ma salle de classe? À quoi est-ce que ça ressemble dans une salle de classe? Donc, naturellement, les recherches ont prouvé l'efficacité de ces pratiques pédagogiques-là à fort impact. Donc, les voilà. La première, résultats d'apprentissage, critères d'évaluation et rétroaction descriptive. Donc, c'est la base de notre Inukshuk dont on se sert depuis déjà plusieurs années, mais qui est toujours aussi efficace et d'actualité. Ensuite, on a l'enseignement explicite qui est vraiment bien expliqué avec comment est-ce qu'on le met en œuvre en salle de classe. On a les tâches et les expériences de résolution de problèmes. L'enseignement pour la résolution de problèmes, les outils et les représentations, les conversations mathématiques, donc certains conseils l'ont exploité sous forme des jasettes mathématiques, l'enseignement en petits groupes, la pratique délibérée et enfin les regroupements flexibles. Donc, chacune de ces pratiques joue un rôle très important et a un impact sur l'apprentissage des mathématiques. Donc, on doit les prendre en compte, les 9. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on a utilisé l'enseignement explicite comme pratique à fort impact dans le contexte de l'intégration des domaines, naturellement. Alors, Pierre, on passe au prochain clavardage. Lorsqu'on dit enseignement explicite, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Quelles sont nos connaissances à propos de l'enseignement explicite? L'étayage, merci Lara. Et oui, donc l'étayage y est. Le modelage, absolument Nancy. Donc, on a l'étayage, le modelage. Alors, je pense qu'on va tout de suite aller à qu'est-ce que c'est que l'enseignement. On parle de l'enseignement en 3 temps, les 4 situations d'enseignement, une forme d'appui pour rendre l'élève plus autonome, absolument. C'est fort, c'est fort, c'est riche les commentaires. Merci tout le monde de participer. Oui, un gros merci. Donc, dans le fond, l'enseignement explicite, vous l'avez bien défini, c'est un enseignement qui est intentionnel avec une planification minutieuse. Donc, on se concentre naturellement sur les attentes, les contenus d'apprentissage, les critères d'évaluation,
en utilisant les travaux d'élèves. Donc, c'est l'utilisation aussi stratégique du questionnement. Puis, on va vous montrer un exemple dans quelques minutes. Donc, l'enseignement explicite va clarifier, va modéliser. Donc, on a parlé du modelage aussi. Ça approfondit la compréhension, la réflexion. Donc, l'enseignement explicite, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas juste une transmission de connaissances, ce n'est pas juste l'enseignant qui parle et les élèves qui travaillent ou qui écoutent. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on a choisi l'enseignement explicite pour réaliser qu'il y a aussi des croyances erronées qui circulent à propos de la pratique pédagogique à fort impact de l'enseignement explicite. Alors, on va passer à un exemple et peut-être que vous pourrez l'utiliser, l'exemple au sujet de l'enseignement explicite. Donc, je vous fais la petite mise en situation. Donc, c'est une campagne de financement. Il s'agit pour les élèves de lire le plus de livres possible pour amasser des fonds qui seront remis à la Banque alimentaire. Alors, l'enseignant utilise un tableau que vous voyez à l'écran pour représenter les nombres de livres lus par les élèves en salle de classe pour amasser de l'argent pour l'œuvre de charité. Donc, l'enseignant demande qui a lu le plus de livres et comment le sais-tu? Et comment le sais-tu? Donc, on regarde les différentes stratégies pour additionner les nombres, qui est une attente du domaine des nombres naturellement. Donc, l'enseignante répond à Pierrette, répond à l'élève, c'est-à-dire, tu penses que Pierrette a lu le plus de livres. Comment est-ce que tu es arrivé à ce résultat? Donc, l'élève explique, j'ai additionné 6 plus 3, qui donne 9, et 5 plus 4, qui donne 9, et les deux égale à 18. Donc, c'est plus de livres que l'autre élève qui est Fatima. Alors là, l'enseignant en profite pour dire, alors, 6 plus 3 égale 9 et 5 plus 4 égale 9. Comment est-ce que c'est possible? Ce ne sont pas les mêmes chiffres, les mêmes nombres. Y a-t-il d'autres additions qui donnent 9? Donc, on remarque qu'en posant cette question-là, l'enseignante est allée au concept d'égalité qui fait partie du domaine de l'algèbre. Donc, naturellement, c'est avec une planification qui est judicieuse et une bonne connaissance des attentes et des contenus d'apprentissage du programme cadre, et puis d'un questionnement qui est planifié aussi, que l'enseignant peut aller chercher des attentes d'algèbre au sujet des égalités. Si l'élève dit que Pierrette en a lu le plus et avec le 5 plus 4 et le 6 plus 3. Donc, plus nous sommes à l'aise avec les composantes de l'enseignement explicite et des contenus du programme cadre, ça nous aide à élaborer des questions qui sont riches à partir de la pensée des élèves. Donc, on peut anticiper aussi les réponses des élèves. Donc, en fin de compte, les élèves auront une compréhension plus approfondie des différents concepts. Mais nous, en tant que direction, par où est-ce qu'on débute? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, une direction d'école? Naturellement, on doit débuter à l'endroit où se trouve notre personnel. Donc, est-ce que nous savons où se trouve le personnel enseignant? Lorsqu'on parle d'enseignement explicite, naturellement. Donc, si notre réponse est oui, donc on peut simplement continuer. On va peut-être aller explorer les différentes caractéristiques de l'enseignement explicite qui est dans le document des pratiques à fort impact. Peut-être que nous allons clarifier certaines idées qui sont erronées à propos de l'enseignement explicite, mais peut-être qu'on va approfondir d'autres composantes de l'enseignement explicite. Peut-être qu'on va aller jusqu'à élaborer des tâches aussi ensemble, des tâches d'élèves, qui font des liens avec les différents domaines en élaborant certaines questions ensemble. Puis peut-être qu'on va analyser aussi certaines tâches d'élèves.
Si la réponse est non, si on ne sait pas où est-ce qu'on en est avec l'enseignement explicite, donc peut-être qu'on aura une conversation lors d'une communauté d'apprentissage professionnel, qu'on va parler d'enseignement explicite. Peut-être qu'on pourrait préparer un petit sondage aussi pour aller chercher des informations. Peut-être qu'on peut organiser une formation aussi pour appuyer le personnel enseignant. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a présenté l'enseignement explicite, mais les 9 pratiques pédagogiques à fort impact sont importantes de façon égale. Elles sont tout aussi importantes les unes que les autres. Donc, je suis désolée. L'important aussi, c'est d'avoir un point de départ et d'avoir une idée de notre prochaine étape pour la mise en œuvre de notre pratique pédagogique que l'on choisit. Alors, je laisse la parole à Dr. Christine Surm, qui est avec nous en intégrant les domaines. Donc, you can go, Christine. Merci. Et je vais parler en anglais, but I can answer your questions if you would like to pose them in French and respond. So again, going back to the importance of integrating the strands. Again, as a researcher, I always like to emphasize the research behind some of this, and just to reiterate the why, which we began with. First of all, as you can see from this diagram, it's a beautiful, rich vision of what it means to integrate strands. You can see this in this tapestry. And as you can see from some of the work that we did that Lise talked about earlier, that if we look at those long range plans, that they were integrating the strands, that even if you look at her example of direct instruction, it looked as though it was something that rested in the strand of number sense, but we also see that algebra concepts were being pulled out when we were talking about equivalence and different ways of representing numbers. So next slide, please, Lise. So I'm going to kind of review a couple of messages that are actually in the curriculum, and just to reiterate them. So there's a real emphasis on making connections across math concepts to other disciplines, as well as to the way students see mathematics in their life. So this whole idea of crossing strands is very important, and it rests on a great deal of research that really tells us that students develop a deeper understanding of a math concept by the different ways that they see it represented. So the different ways that they see this concept appearing in problems in their life, in the approaches that the teacher takes, the deeper that understanding of that math concept. And that's really what we're after, is deepening so that we have a conceptual understanding of those math concepts. And next slide, please. So again, this is taken from the curriculum document in the context or the front matter. And again, it's focusing on the idea of making connections to experiences and math concepts. And some of the language that they talk about towards the end is really about developing this profound understanding. In a way, I like to think about it as having a very powerful knowledge of mathematics. And so that students actually develop their own identity of as a mathematics learner. We know, and I know I run into many people who say, oh, I was never good at mathematics. But we know that it's important that every student sees themselves as a mathematics learner. And being able to connect these concepts not only across strands, but to real problems helps them develop that competency to be a strong mathematics learner and to give them that sense of the power of mathematics. And next slide, please. And again, it's a long quote, but again, this part of the curriculum continues to emphasize the importance of making these relationships. And here they're really talking about the kinds of relationships that we also make not only between the content of mathematics, but the way that we integrate the mathematical processes, and the processes such as reasoning and using tools and strategies, communicating mathematics, problem solving. So all of these kinds of processes are also integrated
into the kinds of problems that we've talked about. I often like to think about them as rich tasks or tasks that allow students to have multiple entry points. Sometimes we talk about them as low floor and high ceiling, with the idea that everybody has an entry point to the problem, but they can go as high as they really want to go in terms of the challenge of that the problem poses. So this idea of looking at the connections between these is really based on the research that tells us that the more that students engage in making connections between these math concepts, the deeper their understanding will be. And now, next slide, I'm going to actually turn it back to Lise, who's going to talk about modélisation. And I'm going to return a little bit later after she talks about that to talk about assessment and evaluation, which of course is always a hot topic. So thank you. We keep the hot one for you, Christine. OK. Alors, la modélisation mathématique, si vous vous souvenez, c'est mon processus. Donc, je mets mon chapeau de construction, je dois suivre le plan, je dois être capable de suivre le plan. Donc, qu'est-ce que la modélisation mathématique? On avait une idée de ce qu'était la modélisation mathématique avant le webinaire. C'est une attente du domaine de l'algèbre. Elle a la même description de la première à la 8e année et nous savons que nous n'avons pas de contenu d'apprentissage. Donc, les enseignants évaluent le processus de la modélisation mathématique. Donc, c'est un peu plus délicat parce que bon, nous étions habitués à évaluer un résultat plutôt que le processus, malgré que j'ai l'impression que dans les dernières années, notre mentalité a changé, notre philosophie. Donc, la modélisation mathématique fournit des connexions réelles à des situations de la vie courante. Donc, le processus, il débute par des problèmes de la vie courante, parfois qui sont mal définis. Ce n'est pas toujours en ligne droite les situations de la vie courante. Les situations ont différentes solutions qui sont réalistes et correctes. Donc, la modélisation requiert de la créativité, un esprit critique. Nous devons pouvoir faire des choix, émettre des hypothèses et prendre des décisions. Il faut penser et être conscient des différentes cultures parce que les élèves utiliseront différents modèles selon leurs expériences. Et on le cite très bien dans le programme cadre. Nous sommes tous différents, donc nos modèles seront différents aussi. Donc, qu'est-ce que chacune des étapes implique? À quoi est-ce que ça ressemble? Comment est-ce qu'on pourrait les expliquer? Comment est-ce qu'on peut franchir chacune des étapes? Donc, on va les voir les unes après les autres. Donc, on commence par comprendre le problème. C'est une activité de réflexion et une discussion en groupe classe et en petits groupes. Donc, il faut savoir à quelles questions est-ce qu'il faut répondre. Ça nous amène à l'analyse de la situation. Donc, à ce moment-là, les petits groupes peuvent réfléchir pour déterminer les informations, la façon dont les informations seront rassemblées, les hypothèses qui peuvent être émises, donc quelles sont les hypothèses que je dois formuler à propos de la situation. Lorsque nous arrivons à créer un modèle mathématique, bien, lorsque les élèves créent un modèle mathématique, là, ils font le travail de mathématiciens. Donc, ce sont mes petits mathématiciens en herbe. Ils rassemblent les données, ils mesurent, ils dessinent, ils peuvent faire du graphisme. Donc, dans le fond, c'est de prendre en note, mais de façon personnelle, les données et les informations recueillies et on les organise. Et enfin, lorsque les élèves analysent et évaluent le modèle, ils doivent prendre un recul pour voir si ce modèle résout vraiment le problème. Parce que là, ils vont partager leur modèle avec les autres groupes, avec les autres
élèves. Ils vont recevoir de la rétroaction, de nouvelles idées pour améliorer leur modèle. Donc, encore là, peut-être que le processus là, ne sera pas en ligne droite. Ça peut redevenir désorganisé parce qu'ils ont de nouvelles informations. Mais ce qui est important, c'est que le processus de la modélisation mathématique, on avait une idée lors de notre ancien programme cadre. Donc, on pouvait utiliser des représentations mathématiques ou physiques, mais la modélisation mathématique, ce n'est pas juste une équation ou un dessin. C'est nécessairement le processus au complet avec nos 4 étapes. Je vous donne 2 exemples. La première, donc là, je vous demande quelle question est une question de modélisation mathématique, numéro 1 ou numéro 2. Donc, vous pouvez aller dans le clavardage, je l'ai ouvert devant moi, je vais voir ce que vous répondez. Donc, ma numéro 1, combien coûte le fait d'avoir un animal de compagnie? Et la deuxième, si un sac de nourriture pour un hamster coûte 10 $ par mois, combien coûtera la nourriture pour une année? Donc, d'après vous, est-ce que c'est le numéro 1 ou le numéro 2? Puis, je vais ajouter quelques indices. Un gros merci à ceux et celles qui répondent. Donc, pour que ce soit une question de modélisation mathématique, elle doit répondre aux critères suivants. Donc, ce sont les questions qui sont sur la diapositive. Est-ce que c'est une situation de la vie réelle? Est-ce que les élèves peuvent utiliser le processus de modélisation pour résoudre la situation? Est-ce que c'est une question qui nécessite une recherche? Est-ce que les élèves peuvent décider de sous-questions à explorer, puis d'ignorer d'autres questions? Est-ce que la question cible les attentes de différents domaines et même de différents sujets? Donc, vous avez bien raison que c'est la numéro 1. Donc, je vais continuer avec l'autre exemple. Quel est le meilleur véhicule à acheter? Ou bien, si le taux d'essence d'un véhicule à 4 roues est de 0,1 litre par kilomètre et un autre a un taux de 105 millilitres par mètre, lequel a un meilleur kilométrage? Alors, encore là, on doit aller voir, on peut aller voir les critères qui sont au bas de la diapositive. Donc, c'est le numéro 1. Mais dans le fond, comment est-ce qu'on peut guider le personnel pour créer des tâches de modélisation mathématique de qualité? Donc, comment les appuyer? Donc, naturellement, c'est de commencer lentement et de construire. Vous pouvez faire un rappel de l'exemple de la nourriture pour l'animal de compagnie ou encore de l'essence pour le kilométrage. Vous pouvez utiliser ces exemples-là parce qu'ils étaient des problèmes écrits qui ont été transformés en questions de modélisation mathématique. Donc, il s'agit aussi de reconnaître que les 4 composantes de la modélisation mathématique doivent être enseignées de façon explicite. On peut aller explorer les attentes des autres sujets aussi, comme sciences, études sociales, géographie, pour créer des occasions d'intégrer les matières. Considérer l'utilisation de modélisation mathématique comme une activité culminante. Donc, on va chercher nos différents apprentissages en mathématiques, différents concepts pour l'utiliser dans une situation de la vie de tous les jours. On a placé au bas aussi le lien du webinaire qui a été offert par OAME ou la FEMO et la FEMO au lien suivant, donc qui donne d'autres exemples au niveau de la modélisation mathématique. Alors, je repasse le micro à Madame Christine pour l'évaluation au service de l'apprentissage et de l'apprentissage. Merci. So there are always a lot of questions about, so what do we do about assessment and evaluation? So what I'd like to do is to tackle that a little bit, particularly around the challenge about one report card mark. Lise, next slide, please. So just a reminder then of some of the components that we know of sound classroom assessment before I start thinking about marks. So we know, first of all, that sound classroom assessment should be used to improve teaching and learning. We also know that it's ongoing, embedded in instruction.
the way I think about that is assessment should not be an event, it should be a process. So it's not something that just occurs at the end of a unit, but it's ongoing. We know too that it should use a variety of assessment strategies, not just because students need multiple opportunities to show what they know and can do, and not just because students show what they know and can do in different ways, but also if we actually look at the curriculum and look at the expectations, we can see that different expectations call for different mathematical actions, and those different mathematical actions should be assessed in different ways. So if it's a matter of a student calculating, yes, I can do that with a paper and pencil task. But if it's a matter that a student needs to investigate a particular idea or to describe a particular concept, if that's the idea of the curriculum expectation, then I might need to look at that a little bit differently. Perhaps it's through conferencing with a student or through observation. So the different kinds of mathematical actions that occur require different strategies for assessment. Also, it's important that the assessment is aligned with the curriculum and instruction. So in other words, that if I'm used to students working in groups to do some problem solving, that it would seem to be silly then to separate them into isolated desks and have them solve a problem on their own for assessment. Instead, what a teacher might do is have them do some brainstorming together and then go back to their seats and write down what kinds of things they're thinking about. The other thing about assessment is it needs to focus on what is important about mathematics. So all too often we think about assessing what's easiest to assess, but what's easiest to assess is not always what's most important. And so what kinds of messages are we giving to students if we're assessing the things that are least important and not assessing those that are most important? Because to them, what's most important is what you're assessing. And the other thing is we need to include students in the assessment process. So assessment should not be done to students, it should be done with students. Now, my guess is that all of those things I just spoke about are things you already know. Because those are sort of principles of what we know based on research about sound classroom assessment. And I know that sometimes we're moving towards those things and not all teachers are in the same place, but those are the kinds of things that we need to think about as including more into our assessment process. Next slide, please. Thanks. But really, what happens when we're moving to one report card mark? What is it that we're talking about when we're actually talking about evaluation? So on the next slide, I've taken a quote from the addendum to the Growing Success document. So this addendum is actually on the same webpage where the new curriculum appears. And it's a message about assessment. And it basically is saying that teachers should be using a letter grade that best reflects their overall learning of the student in mathematics. And another highlight is that students' integrated learning across the strands should be taught in each reporting period. So those are important messages that go along with everything that we've been saying so far in this webinar, is the idea that we should be cross-stranding. And one of the reasons that the ministry has gone to this move is that it helps to encourage teachers to teach across the strands rather than looking at them as isolated silos with isolated skills. And another, if we go to the next slide, and if I go back, whoops, sorry, I think we missed one. There should be one, thank you, okay. Okay, go to the next one then. So eventually, really what we're doing is we are completing the report card, and based on the curriculum expectations addressed during that particular reporting period. So I need to be able to think about what does that really mean? So I kind of have this bit of a model in my head as to what that means. So if we go to the next slide. Here I have just a diagram of across the top, we have the different strands of mathematics that are within the curriculum. We don't have the social emotional learning strand here because we know that right now teachers are not expected to assess that. And
Within each of those strands, we know that we have overall expectations. So I actually have two large overall expectations under number, one about number and one about operations. Under algebra, C1 is actually about patterns, C2 is about equations, then we have coding and mathematical modeling. So you can see kind of how this is laid out. And now if I go to the next slide, each of these dots actually represents an assessment, a gathering of assessment evidence. So for instance, if we look at the circle that has the number 1 in it, I might, as a teacher, have asked the students to do an activity that dealt with measurement. Perhaps they were measuring part of the classroom, the perimeter, or they were calculating the area. If they were doing this activity, I also know you can see that a circle with the number 1 is under number, because as a teacher, I probably could have been gathering assessment evidence of both measurement and both number. And so you can see that that's true. Now, those numbers don't represent what level they were at. They're only numbers at this point, so that I at least can talk to you about the fact that they could be gathering evidence that would be cross-stranded. Ideally, the teacher would have notes about what that evidence was, what level the student was at, what the date was, and any other notes that they might want to have. So you can see that I've got a variety of different sorts of assessments here. They might have been a task, they might have been a quiz or a test, it might have been my observations, but there's a variety of assessment data that's gathered. And now I kind of want to tie that with some of the modeling that we just talked about. So if we go to the next slide, I really would like to ask you is what were some of the mathematical ideas that might arise in those two modeling tasks? So I'm going to give you a minute to just type in en français, si vous voulez, because I can understand the French. So what were some of the different mathematical ideas that you think might have come up in, if you remember the modeling task that Lise introduced, how much would it cost to have a pet? Or what is the cost of buying a car? So just quickly type in just one or two mathematical ideas that might have come up within that modeling task. I'll give you a minute. Right, there were some algebraic ideas based on different variables that might come up. Patterns, good. They would be doing some patterns. Les suites, I think that's what you mean. Okay. I can picture some financial literacy, as it's all about cost and money. Other ideas you might have? I'm thinking maybe even about proportional reasoning. Data analysis, good. I'm thinking they might be they're collecting data. They might be going to the pet store and finding out how much some of this food costs. I was thinking of proportional reasoning because the size of that pet is going to make a difference in terms of how much food they're going to eat. There could even be some measurement. I might need to think about if I need a pet carrier, what size might that be? Again, how big that pet is. So I think that you can see that no matter which, what I can even think about rates in terms of buying a car, the cost of gas, no matter which one of those modeling activities I might think about, there could be a variety of different things that come up. We haven't even mentioned number, but obviously the number strand would be coming up. So now if we go to the next slide. Thanks. I've thrown in here a few ideas, and some of those you have mentioned as well. So estimating, calculating, using proportional reasoning, which could be under algebra or number. You talked about relationships or patterns. Les suites, calculating,
mathematical modeling, which I'll talk about in a minute, gathering data, we talked about that, many of you did, which might mean organizing the data, doing some measuring, and under financial literacy, finding costs and doing some calculations. So I've just done a modeling task then that has been cross-stranded. And if I go to the next slide, we can see that, whoops, no, that's right. I jumped ahead. We also can think about the idea that we also am evaluating mathematical modeling. So that process itself. So in other words, and how would we do that? Well, we might have particular checkpoints along the way where the students would be working and the teacher might be observing. The teacher might sit down with a group and have a conversation as the students design their model. There might be some self and peer assessment as the students compare models and decide, oh, gee, I forgot that. I didn't think about that when they saw another student's model. And also maybe towards the end, I think about this as a nice kind of portfolio where the students sit down with me, the group of students who worked on one particular model, and they shared what are all the things, the data that you gathered, the calculations that you did. And so I would use this evidence to also calculate, or also, evaluate and assess how they did in mathematical modeling. Next slide, this is the one I was thinking about. So now I've gathered a lot of data. I've gathered data from that modeling task. So all of those little kind of stars represent the new data that I've gathered from that mathematical modeling task. So I'm putting all of that together and I can picture what it is. Now, what happens after that is that the teacher needs to use their professional judgment to be able to think about what is this actually telling me. So they might want to look at what are some of the more recent assessments I've done on that particular overall expectation. What was my emphasis in this particular reporting cycle? Do some of those assessments represent just some incidental work in that topic, whereas others really represented a focus in that topic? So we really have to think about the whole idea of professional judgment, that we can really help to think about how can we develop that with teachers. What kinds of things would we do as leaders to be able to think about developing teachers' professional judgment, which then would support not just their assessment, but also their instructional practices. And now I think I'll hand it back to Lise. Thank you. Thank you very much, Christine. Donc, nous sommes à la fin de notre webinaire. J'avais un petit sondage que j'aurais aimé que Pierre place à l'écran. Je sais qu'il est un peu passé 5 heures, mais le petit sondage vous demande parmi les sujets qui ont été exploités aujourd'hui, explorés, lequel pourriez-vous utiliser avec votre équipe école? Donc, j'espère que vous allez pouvoir utiliser certains de ces sujets pour aller un petit peu plus loin avec votre équipe école. Est-ce les planifications annuelles, les pratiques pédagogiques à fort impact, l'enseignement intégré des domaines, la modélisation mathématique ou l'évaluation au service de l'apprentissage. Donc, dans le fond, avec le petit sondage, mon but était de vous faire penser que vous pouviez utiliser la présentation PowerPoint, vous pouvez utiliser les exemples qui sont dans la planification. Donc, c'est à votre gré selon les besoins de l'équipe école. Donc, merci beaucoup, Pierre. Les prochaines rencontres, on a un réseau d'apprentissage qui est le mardi 2 mars en anglais ou le jeudi 3 mars à 15 h en français. Le thème, c'est monitorage et pratiques pédagogiques à fort impact. Alors, un réseau d'apprentissage professionnel, il y aura une petite présentation au début, mais par la suite, on va être en sous-groupe pour partager ensemble des pratiques réussies qu'on a eues dans nos écoles, donc pour faire un partage en direction d'école. Et enfin, il y aura un troisième réseau d'apprentissage professionnel le 25 mars en français et le 30 mars en anglais. Donc, surveillez les courriels, vous aurez des annonces à ce sujet-là. Alors, si je peux juste
réitérer, Lise, demain, le courriel va partir. On voulait vraiment attendre que le deuxième webinaire soit fini. Alors, demain, on a 2 autres webinaires, un pour le cycle moyen, un cycle pour l'intermédiaire. Puis après ça, le courriel va partir avec un lien pour vous inscrire à ce réseau d'apprentissage professionnel-là, qui va avoir lieu le jeudi 3 mars. Je ne sais pas si, Christine, j'ai mis ta bonne adresse Twitter. J'ai mis l'adresse de Lise, mon adresse Twitter dans le clavardage. C'est-tu PyLab? C'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait un petit... Alors, allez suivre définitivement, vous pouvez me suivre moi si vous voulez. Moi, c'est plus toutes sortes de projets, mais Christine et Lise, vraiment, sont axées sur les mathématiques. Alors, ça c'est des personnes très intéressantes d'aller suivre sur Twitter. Et puis, Lise, tu peux aller à la prochaine diapo. Je veux juste que les gens voient, parce que vous allez recevoir la présentation demain et vous aurez tous les liens dont on a fait part aujourd'hui sont tous là sur la page des ressources. Puis la dernière page, c'est nos coordonnées. Alors, si tu peux juste aller à la prochaine diapo. Alors, allez suivre, si vous ne le faites pas déjà, votre association. Alors, merci. Moi, c'est un gros merci à Christine. Thank you so much, so much. We really appreciate your expertise. Et puis, Lise, comme toujours, tu es un as, tu es une étoile. Merci de donner ton temps là, pour former, pour nous aider dans nos écoles par où commencer. Alors, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup de votre présence. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin.